J'ai ruiné ma famille avec un seul SMS, le leur. Pendant 20 ans, j'ai été leur analyste financière, leur coffre-fort personnel. Mon nom est Adrienne Delcourt. Je suis experte en audit forensique. Ma compétence a bâti leur fortune. Mon silence a payé pour leurs excès. Ma mère, Geneviève, et mon frère, Julien, ne voyaient qu'un distributeur automatique. Ils dépensaient sans compter. Un soir, Julien a exigé une nouvelle Aston Martin, sa quatrième voiture de luxe en 2 ans. J'ai dit non, un non calme, final. La réponse de ma mère fut un message texte, sec, brutal. Ne me contacte plus jamais. Tu n'es plus ma fille. Elle pensait me punir, me briser. Elle a fait une erreur fatale. Ce message n'était pas une insulte. C'était une pièce à conviction, la preuve d'ingratitude que le Code civil attendait. À cet instant, l'illusion de la famille s'est évaporée. Ce n'était plus une question d'amour, c'était un audit, et j'allais le mener jusqu'au bout. Leur routine était une invasion silencieuse. Mon appartement lyonnais était leur hôtel personnel. Julien y organisait des soirées. Il buvait mon vin. Il utilisait mes voitures. Il me demandait jamais. Il prenait. Chaque objet déplacé, chaque facture imprévue était une transaction. Je la notais, froidement, dans un fichier crypté. Ma mère appelait chaque mardi. Pas pour des nouvelles, pour confirmer les virements. Ses œuvres de charité finançaient son train de vie. Des dons défiscalisés pour elle, des dettes morales pour moi. Je répondais par des affirmations brèves. Oui, c'est fait. Chaque appel était un audit. Je documentais sa dépendance. Son ingratitude était quantifiable. Il ne voyait pas une experte. Il voyait une fonction, un service. J'étais l'architecte de leur prison dorée. Ils en étaient les détenus satisfaits. Mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était une collecte de données. Chaque abus était une ligne dans nos rapports. La conclusion approchait. Je n'avais qu'à observer. L'audace a atteint son sommet en juin. Julien avait une nouvelle dette, un projet artistique qui a mal tourné, un créancier impatient. Ma mère a appelé, sa voix anormalement douce. Elle ne demandait pas d'argent. Elle exigeait un sacrifice. Mon seul bien personnel non financier. Un petit vignoble hérité de mon terre. Vends-le, Adrienne. C'est pour ton frère. Sa voix était ferme. L'ordre était clair. Sacrifier mon seul lien tangible avec mon père, pour éponger l'échec de son fils favori. J'ai senti le nœud dans ma gorge, mais ma main est restée stable. J'ai analysé sa demande. C'était l'erreur finale. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Ils pensaient que j'étais leur pion. Ils n'ont pas compris que j'étais la joueuse. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Le mensonge était parfait. Ma décision était déjà prise. Le temps du simple audit était terminé. Le temps de l'action était venu. Pendant qu'ils célébraient leur victoire sur le vignoble, je préparais l'audit final. Mon appartement était silencieux. Un silence dense, chirurgical. Je n'avais pas besoin de solitude. J'avais besoin de concentration. Mon bureau n'était pas un refuge. C'était une salle d'opération. Sur la table en verre, un seul dossier épais. 20 ans de transactions. 20 ans de dettes morales quantifiées. Chaque relevé bancaire était une cicatrice. Chaque virement, une preuve. J'avais compilé les dons, les prêts jamais remboursés, les factures de leur vie luxueuse. Au sommet de la pile, une seule feuille. Le SMS de ma mère. Imprimé. Le texte était surligné en jaune. Tu n'es plus ma fille. Ce n'était plus une blessure. C'était l'article 955 du Code civil. La révocation pour ingratitude manifeste. Il n'avait pas seulement demandé de l'argent.
Ils avaient exigé l'effacement de mon père, vendre son vignoble pour financer l'échec de Julien. La tolérance a une limite comptable. La mienne était dépassée. Mon analyse était terminée. Le passif émotionnel était trop lourd. Il fallait liquider l'actif toxique. J'ai ouvert le dossier. 2 documents attendaient. Le premier était le mandat de vente du vignoble. Je l'ai signé sans hésiter. L'argent irait à une fondation pour jeunes viticulteurs. Un hommage, pas un sacrifice. Le second document était plus lourd. C'était la notification de révocation de la donation. L'appartement de l'avenue Foch, leur résidence principale. J'ai pris le stylo Mont-Blanc de mon père. Le capuchon s'est dévissé avec un bruit sec. Ma main était parfaitement stable. Ma signature n'était pas un acte de colère. C'était la clôture d'un compte déficitaire. Le son de la plume sur le papier était final. Un point final à 20 ans d'abus. J'ai scanné les 2 documents signés. Un nouvel email. Destinataire Maître Bernard, huissier de justice. Objet exécution et signification. J'ai joint les fichiers. Mes doigts n'ont pas tremblé en cliquant sur envoyer. Le mécanisme était enclenché. Le temps de la collecte de données était terminé. Le temps des conséquences avait commencé. Le lendemain, je me suis réveillée avant l'aube. Le silence de l'appartement était absolu. Ce n'était pas un silence de paix, c'était un silence tactique. L'huissier avait reçu mes instructions. Le mécanisme était en marche. De l'autre côté du couloir, ma mère et mon frère dormaient. Ils rêvaient dans une maison qui ne leur appartenait déjà plus. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé mon café. Noir, sans sucre. Chaque geste était précis, délibéré. Je n'étais pas une fille préparant le petit déjeuner. J'étais une analyste, vérifiant les derniers détails avant une acquisition hostile. Eux étaient l'actif toxique. La liquidation était en cours. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les marchés européens s'éveillaient. Je lisais les indices, les taux. Mon monde était fait de chiffres et de conséquences. Le leur était fait d'illusions. Le contraste me procurait une satisfaction froide, clinique. Le pouvoir n'était pas dans la confrontation. Il était dans mon silence, dans cette connaissance exclusive que leur monde avait cessé d'exister. Julien est apparu vers 10 heures. L'air fatigué, arrogant. Il a pris un jus d'orange dans le réfrigérateur sans un mot. Il vivait ici comme dans un hôtel, dont il ne payait jamais la note. Il m'a regardé, un sourire au coin. Alors, cette vigne, tu as pris la bonne décision, j'espère. Sa question n'attendait pas de réponse. C'était une affirmation de son pouvoir, un pouvoir qu'il pensait avoir. J'ai simplement hoché la tête. Mon absence de résistance le confortait. C'était exactement ce que je voulais. L'observer, c'était comme regarder un enregistrement, un film dont je connaissais déjà la fin tragique. Le déjeuner fut le sommet de leur déconnexion. Ma mère, Geneviève, nous a rejoints. Elle était radieuse. Elle parlait déjà du prochain hiver à Gstad, des rénovations pour l'appartement de l'avenue Foch. Elle dessinait des plans sur une serviette. Il nous faudra un nouveau marbre pour la salle de bain. Italien, bien sûr. Julien opinait. Il suggérait une nouvelle cave à vin pour stocker ses futures acquisitions. Il dépensait l'argent du vignoble. Il dépensait l'argent d'un bien qui ne serait jamais vendu pour eux. Il parlait d'un futur qui n'existait plus. Chaque mot était une ligne supplémentaire dans mon rapport d'audit, la preuve finale de leur aveuglement. Et toi, Adrienne, tu devrais prendre des vacances, a dit ma mère. Sa voix était condescendante. Tu travailles trop, tu as l'air pâle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un masque de neutralité sur mon visage. Peut-être, ai-je répondu. Ma réponse était un écho dans une pièce vide. Ils ne m'écoutaient pas. Ils n'écoutaient que leur propre avidité. J'étais un témoin silencieux de leur chute.
l'architecte invisible de leur ruine. Mon téléphone a vibré. Un message de Maître Bernard. Signification effectuée à 11 heures du matin. Accusé de réception signée. J'ai éteint l'écran. Le compte à rebours était terminé. Le soir même, nous étions à une réception à la Fondation Bouloukian. Un événement mondain obligatoire. Ma mère flottait, parée de ses bijoux, décrivant avec ostentation les futurs marbres de l'avenue Foch. Julien, un verre de champagne à la main, restait près d'elle, le prédateur et sa reine. J'observais la scène, un verre d'eau à la main, une anomalie silencieuse dans leur tableau parfait. Soudain, un homme s'est approché de moi, le directeur d'une banque privée, un concurrent. Son sourire était affûté. Adrienne, toujours au travail, mène ici. J'ai entendu une rumeur sur le vignoble de votre père. Le monde a semblé ralentir. Le regard de ma mère s'est figé sur moi. Julien s'est tourné, l'intérêt soudain dans ses yeux. La question flottait dans l'air, dangereuse. Une réponse imprécise pouvait tout déclencher. J'ai senti mon pouce s'accélérer. Un battement. Deux. J'ai levé les yeux vers le banquier. Mon visage était une page blanche. Les rumeurs sont la matière première des mauvaises décisions, ai-je dit. Ma voix était neutre, presque ennuyée. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai maintenu son regard une seconde de plus. Un défi silencieux. Il a compris. Il s'est incliné, murmurant une excuse, et s'est éloigné. Ma mère a paru soulagée. Julien a ricané. Tu l'as remis à sa place. Ils n'avaient rien vu. Pour eux, j'avais défendu notre honneur. En réalité, j'avais protégé mon plan. Le danger était passé. Le lendemain matin, le risque est devenu physique. J'étais dans mon bureau, la porte verrouillée, finalisant un transfert d'actifs vers la fondation. J'avais laissé mon ordinateur portable principal dans le salon, en veille. Une erreur calculée, une provocation. Je suis sortie pour me servir un café. En revenant, j'ai vu la scène. Julien était là, penché sur mon ordinateur. Son doigt planait au-dessus du trackpad. L'écran affichait l'aperçu de mes emails. La ligne de l'huissier, exécution et signification, était visible. Il n'avait pas encore cliqué. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai marché jusqu'à lui, ma tasse de café à la main. La chaleur du liquide contre mes doigts était mon seul point d'ancrage. Il ne m'a pas entendu approcher. J'étais à 1 mètre de lui quand j'ai parlé. Besoin d'aide pour lire? Ma voix était basse, sans affection. Il a sursauté, retirant sa main comme si l'ordinateur était brûlant. Un rouge de honte a envahi son visage. Il a bafouillé une excuse, quelque chose à propos d'une recherche sur Internet. Je n'ai pas relevé son mensonge. J'ai posé ma tasse. J'ai fermé l'ordinateur portable d'un geste lent. Le bruit sec du clapet a mis fin à la conversation. Certaines informations ont un coût, Julien. Un coût que tu ne peux plus te permettre. Je l'ai regardé dans les yeux. Il a vu mon mépris. Il a reculé, vaincu. Le voir si proche de la vérité, si ignorant du gouffre sous ses pieds, ce n'était pas de la peur que je ressentais. C'était un plaisir pur, presque vertigineux. Ce jeu en valait le risque. Le premier domino est tombé à 14 heures. Un mardi. Julien voulait acheter une montre en édition limitée. Une transaction en ligne. Simple, routinière. La page de paiement a affiché un message d'erreur. Paiement refusé. Il a froncé les sourcils. Il a réessayé. Même message. La frustration est montée, visible sur son visage. Il a imputé la faute au site, à sa connexion, à l'univers, jamais à lui-même. Il a crié depuis le salon. « Adrienne, le Wi-Fi est encore tombé en panne. » Je n'ai pas répondu. Je savais que notre connexion était parfaite. Il a tenté avec une autre carte. American Express Centurion, le symbole ultime de leur statut. Refusé. La panique a commencé à poindre dans ses yeux.
Ce n'était pas un simple bug. Il a appelé sa mère. Sa voix était un mélange d'incrédulité et de colère. Mère, les cartes ne fonctionnent plus. Geneviève l'a d'abord rabroué. Elle a tenté elle-même de confirmer une réservation pour un séjour à Deauville. Son visage a changé, de l'assurance à l'inquiétude, puis à une peur mal déguisée. Elle m'a trouvé dans mon bureau. Adrienne, il y a un problème avec les comptes. Appelle notre gestionnaire à la banque. Elle n'a pas demandé. Elle a ordonné. Je l'ai regardé, mon visage une étude de neutralité. Un problème? Lequel? Ai-je demandé. Ma voix délibérément vide d'émotion. Toutes les cartes sont bloquées, a-t-elle lâché, sa voix devenant stridente. Fais quelque chose. J'ai hoché la tête lentement. Je vais vérifier. J'ai fait semblant de taper sur mon clavier. J'ai attendu 30 secondes. Tout semble normal de mon côté. Vous devriez peut-être appeler la banque directement. L'observer, c'était comme regarder un animal pris au piège. Confus, dangereux et totalement impuissant. Le rappel à la banque a été bref. Le gestionnaire, un homme que j'avais personnellement choisi pour sa discrétion, était une muraille de politesse vide. Je ne peux rien vous dire, madame de Varax. Mes instructions sont claires. Le silence qui a suivi dans l'appartement était électrique. Ils ont compris. Leurs regards se sont tournés vers moi. La bête acculée avait trouvé sa cible. Qu'as-tu fait? A sifflé Geneviève, sa voix tremblante de fureur. Julien s'est approché, menaçant. C'est toi, l'ordinateur hier. Tu as tout bloqué. Les accusations pleuvaient, un torrent de panique et de haine. Je suis restée assise, immobile. Mon calme était une insulte à leur chaos. J'ai levé les yeux vers ma mère. J'ai accédé à ta requête, ai-je dit, ma voix tranchante comme le verre. Tu as dit que je n'étais plus ta fille. J'ai simplement mis nos finances en accord avec cette nouvelle réalité. Le choc sur son visage fut ma récompense. La compréhension a laissé place à une rage pure. Tu n'as pas le droit, a-t-elle crié. Cet appartement, c'est à nous. C'est à ce moment précis que la sonnette a retenti. Un son clair, bref, autoritaire. Il a coupé leurs cris. Ils se sont tus, figés. Je me suis levée, j'ai lissé mon tailleur. Je me suis dirigée vers la porte. Au contraire, ai-je dit sans me retourner, le droit est très précis, et il est juste devant la porte. J'ai ouvert. Maître Bernard se tenait là, son visage impassible, une chemise cartonnée à la main. Je crois que c'est pour vous. Maître Bernard a tendu les documents à ma mère. Son visage, une toile de cire. Julien, derrière elle, était une statue de fureur impuissante. Geneviève a arraché les feuilles des mains de l'huissier. Le seul bruit était le froissement du papier, puis son souffle coupé. Ses yeux lisaient, mais son esprit refusait de comprendre. Expulsion, révocation, liquidation, des mots froids, légaux, des mots que j'avais choisis. Le silence s'est brisé. Pas par un cri, par un rire sec, hystérique, qui venait de ma mère. C'est une blague, a-t-elle articulé, en me regardant, cherchant la complice de cette farce macabre. Elle ne voyait pas l'architecte du désastre. Elle voyait encore sa fille, sa fonction. Adrienne, avec ça, c'est assez. Je n'ai pas répondu. Mon silence était ma déclaration finale. L'huissier, impassible, a simplement dit « Vous avez 60 jours pour quitter les lieux. Tout est dans la notification. » Julien a enfin bougé. Il a fait un pas vers moi, le visage déformé par la haine. « Tu vas le payer, a-t-il murmuré. Une promesse vide. Le chaos que vous entendez maintenant, ce sont eux, les appels incessants à des avocats qui ne peuvent rien faire, les objets qu'ils commencent à jeter contre les murs, le son d'un monde qui s'effondre. Ils m'appellent sans cesse, mais le compte bancaire est plein. Mon nom est effacé de leur vie, comme ils l'ont demandé. J'ai simplement appliqué les termes du contrat. Qu'auriez-vous fait à ma place?
Auriez-vous eu le courage de signer ce papier?